C'est une bonne chose de rappeler quand même cette petite note d'espoir. Mais quand même, dans notre domaine, quand même, si on revient au tennis, ou en tout cas dans la pratique du sport, là en l'occurrence, c'est des tennisman qui nous écoutent, on est là Belle quand école, même. belle école de la vie. Ouais, on est là. Oui, alors le sport est l'école de la vie. Ça, pour moi, c'est un grand trait important et majeur dans justement le sport parce que sans parler de performance, l'activité physique, elle est indéniablement importante, si ce n'est essentielle pour l'humain, à mon sens. Et que ça se fasse à travers le tennis ou à travers d'autres sports, en aucun cas, il faut y déroger. En fait, c'est pas, si je fais du sport, c'est bien, si j'en fais pas, c'est très grave. Il y a vraiment une différence entre les deux. En tout cas, je le vois comme ça. Les gens en général peuvent me dire, oui, tu sais, j'ai pas le temps d'aller courir, mais ça va. Non, fais du sport parce que si tu n'en fais pas, c'est pire que si tu en. Enfin, ils se rendent pas compte, mais en fait, pareil. J'ai l'impression de discuter la plupart du temps avec des gens qui font d'une activité physique un loisir, certes, mais s'ils le faisaient vraiment dans le but d'avoir un développement de leur bien-être personnel, ils verraient des avantages et des bénéfices sur tous les aspects de leur vie. Mais ils le voient juste comme un petit bonus en disant, ah oui, bon, ben, du coup, je vais pouvoir faire une séance et derrière, après, je vais pouvoir aller manger, me faire une soirée. Je suis peut-être un peu dur, mais il y a enfin, franchement, c'est pour dire, quand tu passes sur des aspects-là comme ça, comme on voit tellement, enfin, je l'ai tellement vécu et je le vis tellement au quotidien, le bien que ça fait, que ça me fait chier de voir des enfants, des parents qui passent à côté de ça, quoi. C'est, Je peux comprendre. Alors, imagine mon domaine, à quel point c'est encore ah ouais, frustrant. plus Ah ouais. passé par pertes et profits. Mais oui, parce que l'être humain est un être de chair, de sang, de muscles qui a besoin de l'entraîner. Nous étions quand même des chasseurs-cueilleurs, donc on Mm, passait notre temps à marcher, à chasser. Alors, mm. à chasser pas comme aujourd'hui, hein, mais on avait une activité physique qui est intrinsèque à notre qualité de mammifère. On ne peut pas se passer de cette activité physique pour justement faire fonctionner toute la machine, faire fonctionner nos hormones, Mm. faire en sorte que ça soit dans l'équilibre, effectivement, cœur, corps, esprit, parce que quand tu marches, quand tu cours, ne serait-ce que cela, que quand tu cours ou quand tu marches, qui est l'activité primaire d'un individu, Ouais, ouais. hein, nager éventuellement pour ceux qui sont proches des eaux, c'est travailler non seulement sa musculature, mais c'est travailler aussi son esprit et c'est travailler son œil, c'est sa vision qui travaille aussi le balayage du cerveau, le balayage de l'équilibre du cœur aussi, d'ouvrir, de s'ouvrir à la nature. Alors oui, c'est souhaitable, mais maintenant, la vie que l'on mène, bon, il y a beaucoup de chantres qui disent à quel point c'est important, mais on est quand même dans un monde où on s'assoit devant un écran, hein. Oui, donc ce qu'on disait, super intéressant dans le fait que Euh, on a, depuis la nuit des temps, des personnes qui étaient présentes sur Terre et qui marchaient, et qui devaient se mouvoir pour cueillir, chasser et vivre et survivre. Et maintenant, on en est à une génération de personnes qui sont de plus en plus sédentaires, de plus en plus assis, et, et qui pour autant n'ont pas conscience, encore une fois, de d'où on vient, quoi. Et en fait, peut-être que j'aime à dire ça. Enfin, j'aime pas dire ça, mais je pense que ça peut être le cas. Si ça reste comme ça, peut-être que dans des milliers d'années, donc dans le chemin inverse, ou dans le chemin vers l'avant, ça sera la même chose. C'est-à-dire que le corps va s'adapter à ne pas être dans le mouvement et on va être complètement différent. Mais enfin, ça me fait, on ne sera pas là, mais ça me fait très peur si ça part dans ce sens-là. Ça sera peut-être une nouvelle normalité, une nouvelle chose, ça sera logique pour les gens, parce que pour nous, c'est logique de bouger et d'être en mouvement, parce que depuis des années, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses sur ça d'ailleurs? Oui, je pense que effectivement, le vivant s'est toujours adapté. Et si jamais d'aventure on devenait des sédentaires, notre corps n'aurait plus les mêmes Ouais, fonctions, donc on bougerait, on ne sera pas là pour le voir. Si tant est que l'espèce humaine dure jusque-là, ouais, jusqu'à une telle modification, ouais. ça, c'est pas sûr du tout. Mais en même temps, moi, je suis assez laxe avec ça parce que je me dis que le vivant, c'est toujours adapté. Mm, Et mm. puis, est-ce que j'ai envie que l'espèce humaine soit éternellement là? Est-ce que je tiens à ce que l'espèce humaine soit éternellement là? Non, pas spécialement.
J'ai pas cette ambition-là. J'ai plutôt l'ambition de me dire là, de mon vivant, en quoi je peux contribuer à permettre plus de conscience, comment moi-même je peux être plus en conscience, plus Mm. juste, euh, et de faire du mieux que je peux. C'est plutôt ça mon. Mais je n'ai pas l'ambition que l'humanité soit éternelle. Pourquoi plus elle qu'une autre? Ouais. Pourtant, je pense que ce qui différencie fondamentalement l'humanité des autres mammifères, c'est sa capacité à se penser, justement, à avoir Mm. conscience, à pouvoir penser qu'elle pense, et donc à pouvoir non seulement évoluer en tant que civilisation, mais modifier fondamentalement des choses. Mais quelque part, je me dis, est-ce qu'au fond, elle a tant que ça modifié fondamentalement les choses? Je suis pas sûre. Mm. Je ne suis pas si sûre. En fait, plus j'avance, plus je l'expérience, plus je me dis, oh là là, les belles convictions d'il y a quelques années, c'est pas sûr. Ouais, ouais, Et c'est clair. donc voilà. Mais oui, l'être humain se transforme et se transformera, c'est sûr. Mm. On dit que les générations deviennent moins intelligentes, je suis pas sûre, mais en tout cas, elles sont moins exercées à l'être. Mm. Et je pense que tout ce qui va favoriser la technologie pour toutes ces applis qui vont faire qu'on va faciliter le travail, comme ou tous ces outils qui servent à faire travailler soi-disant notre cerveau du point de vue de neuroscientifique, c'est une vraie blague parce qu'en vérité, si je marche dans la forêt tous les jours et que je regarde bien ce qu'il y a dans la forêt, Mm. je fais travailler 10 fois plus mon cerveau qu'aucune machine ne le fera. Mm. Mm. Parce que je le ferai quotidiennement. Je bouge mes yeux, je bouge ma tête, j'ai des représentations, je fais des zooms arrière, zooms avant. Et c'est les yeux qui viennent connecter à mon cerveau et qui me permettent d'avoir des informations que je vais traiter. Et neurologiquement, effectivement, sur le plan biologique, je vais bouger mes jambes de telle ou telle manière. Et plus je vais avoir de l'expérience du vivant, et plus je vais faire travailler mon esprit. Mm. Mm. Oui, On se trompe, hein, on se trompe, mais bon, ça vend beaucoup d'argent, tout ça. C'est ouais, aussi ça, exactement. hein. Ça vend Ouais, c'est beaucoup de. exactement ça. Ouais, ouais. Et, Quand tu vas toi faire ton trail, ils vendent pas grand-chose. mm. Et du coup, c'est la place de nos enfants qu'on a dans les clubs de tennis, ou qu'on n'aura plus, du coup, parce ils joueront sur le canapé, sans déconner, c'est ça. Ils peuvent jouer sur le canapé. Peut-être, peut-être. Ils peuvent jouer sur le C'est canapé. déjà le cas, mais bon. Hmm. C'est quand même, tu vois, et ça peut nous remettre en lumière beaucoup de choses, parce que là, ensemble, on peut parler quand même beaucoup de performance et de haut niveau, je pense, mais si je parle à la plupart des personnes qui nous écoutent, qui sont eux dans des clubs avec des enfants qui sont du tennis loisir, ben, peut-être qu'à terme, il y aura plus de tennis. Et peut-être que déjà, pour les personnes qui travaillent dans les clubs, parce que moi j'ai fait partie d'un bureau d'un club de tennis. J'ai vu de près les problématiques que rencontre un club. J'ai été joueuse de tennis dans un club. Enfin bon, bref. Et j'ai été parent, je suis toujours parent, mais d'enfants qui jouent au tennis jeunes, hein, que les enseignants ont Oui. eu pour certains. Je pense que quand je vois ces enseignants avec qui je suis toujours en lien, parce qu'on voilà, c'est toujours intéressant de les écouter, ben, ceux-là spécifiquement que j'ai connus et qui ont connu mes enfants, par exemple, me disent qu'ils ne s'y retrouvent plus aujourd'hui. C'est très difficile pour eux, dans l'état d'esprit euh, des enfants, dans la manière dont le sport, et le sport en tout cas en club, quand les enfants ne sont pas fléchés pour avoir des compétences particulières, pour aller dans la compétition ou faire partie d'un groupe qui les valorise, comment à la fois euh, c'est difficile pour eux et pourtant, moi je le pense fondamentalement, que l'enseignant sportif a un rôle très important dans l'éducation élargie d'un être humain parce que il est à la fois quelqu'un qui peut lui faire un mal fou en lui parlant mal, mais il peut quelqu'un qui peut être une référence pour toute une vie. Je me souviens de mon entraîneur ou de mon prof de tennis qui me disait que ou qui m'a fait me valoriser. Moi, je me souviens aussi quand j'ai repris de l'entraînement de tennis, euh, je me souviens de mon entraîneur qui m'avait dit, mais en fait, tu es une super compétitrice, toi. Et je l'ai regardé, je dis, ah bon, moi? Oui. Ah oui. Et ça m'a fait un bien fou parce que j'avais l'impression que je l'étais pas.
Et j'ai appris énormément parce qu'après, je suis montée au classement assez rapidement, mais ça m'a mis une flèche, ce truc-là. Mm. Et c'était incroyable, son regard. Et donc, les enfants, c'est encore plus vrai parce que parfois, un enseignant peut montrer à un parent une autre facette de l'enfant que le parent ne voit pas. Mm. Alors, très souvent, c'est votre enfant, c'est n'importe quoi en cours, mais ça peut être, non, mais regardez l'habileté qu'il a, ou regardez comment il est capable de motiver les autres, ou regardez ce qu'il est capable le plaisir qu'il a ici quand il joue. Parce que le tennis, c'est un jeu et c'est un duel, mais Mm. c'est un jeu. Et c'est un âge où les enfants vont, sont très grégaires. L'être humain est très grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin du groupe pour exister. Mm. Donc, plutôt que d'être exclu d'un groupe, il va s'exclure. Donc, quand un enfant s'exclut, l'enseignant doit se dire, il se passe quelque chose d'important. Parce qu'un enfant déteste ça en vérité. Et donc, c'est un endroit prophylactique, c'est un endroit où on peut déjà aller regarder des choses qui ne vont pas. On peut aider aussi une famille. Alors, c'est pas le métier de l'enseignant, même Ouais. si c'est un pédagogue. Mais le sport, oui, c'est un endroit de veille, c'est un endroit de repère aussi. Parce qu'en plus, le tennis, c'est un endroit où même quand tout va bien, sur le moment, on peut devenir fou complètement sur un cours. Hein. Donc, C'est c'est clair. un révélateur. C'est C'est un clair. révélateur. Et est-ce que du coup, dans tes expériences, ça c'est intéressant, est-ce que t'as pu corréler le fait que une personne qui, d'apparence, en dehors du terrain, avait un comportement, on va dire, très calme, et sur le cours, avait un comportement très nerveux, très impulsif, était finalement cette personne-là qu'il cachait dans son quotidien? Ou c'était vraiment caractéristique du tennis qui faisait que ça se le transformait comme ça, mais finalement, il n'avait aucun de ces traits dans son quotidien. Ou sinon, c'est juste un révélateur. Tout ça, mon capitaine. Ah Euh, tout ça. C'est-à-dire que oui, je peux le voir déjà avec les sportifs, les joueurs que j'accompagne. Alors quand je dis joueurs, c'est féminin, masculin. Hein, ouais. voilà, les joueurs ou les joueuses que j'accompagne. Mais je l'ai vu moi-même en jouant en compétition où Mm. on se retrouve avec. Bon, alors, je relativise, mais oui, il suffit de regarder des papis en train de jouer un double du dimanche matin qui sont capables de s'entretuer et qui après ils sont les meilleurs amis du monde, ils Mm. s'adorent et tu les vois très calmes mais quand même la psy dit oui, mais enfin bon, si sur le terrain de tennis Ah oui. tout à coup se révèle une certaine colère, voire l'envie de massacrer l'autre ou de tout massacrer autour, c'est quand même qu'il y a une grosse colère qui s'exprime différemment ou qui est très comprimée à l'extérieur, en dehors du cours. C'est ce que je me C'est dis. pas ça. Oui. Ah oui. Voilà. Mm. Et j'ai connu aussi des personnes qui étaient plutôt placides dans la vie et qui arrivaient à être placides au tennis. Ouais. Donc, parce que elles avaient peut-être une façon de prendre la vie très débonnaire, très Mm. tranquille. Ouais. Bon, voilà. Et après, c'est une question de culture, parce que j'allais dire, en fait, les personnes que j'ai vues comme ça, c'était souvent des Anglais. Ouais. Quand même, je me dis, il y a peut-être un Mais peu. c'est vrai, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est avec quoi on arrive, avec quel bagage on arrive sur nos pratiques, qu'elles soient sportives ou autres. Si on arrive avec justement cette culture-là, mais c'est vrai, tu as des gens, rien que dans leur façon, dans le body language, tu te dis, bah, lui il est anglais, ou lui il est italien, ou lui il est truc. Mais c'est normal en fait, parce que c'est ce qu'on a ancré en nous depuis des années. Oui, c'est vrai. C'est dans notre culture, oui, on est polarisé par tellement de choses en vérité. C'est Et quand ça. on croit, quand on a une croyance, c'est ce que je dis toujours, on me dit souvent, on pose souvent la question, mais est-ce que c'est bien d'avoir des croyances? Je dis, mais c'est pas une question de bien ou mal, Mm. on en a tous. Et même Mm. quand on croit qu'on n'en a pas, le fait de croire qu'on n'a pas de croyance, c'est une croyance. Mm. Donc la question, c'est, dans l'interaction avec les autres, est-ce que notre croyance fait du mal et Mm. nocive à l'autre? Mm. Alors, ça vient à la question de l'enseignant, justement. Si l'enseignant a une croyance qui n'est pas ajustée aux personnes à qui il enseigne, Mm. qu'est-ce qui est en train de se passer sur un cours? Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que ma croyance n'est pas forcément juste pour l'autre. Ma croyance, c'est la mienne, j'ai bien le droit de l'avoir. Elle peut me mettre dans le dur, elle peut me mettre dans des situations difficiles, elle peut me donner de la joie, elle peut tout ça. À partir du moment où elle ne nuit pas à l'autre, après tout, c'est bien mon problème. Mm. Même si je me trompe complètement. Si je crois que tous les chats sont rouges, c'est Oui. bien mon problème si je le crois. Qu'est-ce que ça peut faire à l'autre que je crois que les chats sont rouges? Ça peut le mettre en colère, mais ça vient parler de plein d'histoires qui le concernent.
Oui. Mais si en revanche, je dis que tous les chats sont rouges et donc je prends mon fusil et j'abats tous les autres chats qui ne sont pas rouges parce que je les prends pour des êtres nuisibles, à ce moment-là, oui, je contreviens à la loi du groupe. Et ça va pas. Ma croyance est un problème. Et c'est de notre responsabilité en tant qu'enseignant, je pense, d'être alerte par rapport à ces choses-là, qui ne sont pas finalement facile à appréhender et à comprendre de tous, mais encore une fois, ce genre d'interview fait que on peut s'illuminer ou essayer de comprendre des choses sur ces sujets-là, prendre conscience dessus, mais c'est de notre responsabilité d'avoir ce comportement-là vis-à-vis de nos élèves, qu'ils soient petits, ados, adultes, compétiteurs, pas compétiteurs, peu importe. C'est des choses à prendre en compte qui sont enfin, indéniablement primordiales pour pouvoir bien enseigner et faire progresser notre élève, tu vois, et en tout cas, qu'il soit dans un climat de pratique sain. Voilà. Alors, la question d'être sain, c'est que ça, c'est un gros sujet. Qu'est-ce que c'est que d'être sain? S-A-I-N. Ouais, On peut l'entendre de plein de manières. on rajoute pas encore le thé, c'est bon. Voilà, c'est ça. Mais tout, tout, tout métier qui a affaire à l'autre est un métier à fort potentiel émotionnel. Ouais, Et donc, tout ce qui est de l'accompagnement est un métier à fort potentiel émotionnel. C'est-à-dire que ce que l'autre présente devant moi me renvoie à moi-même, ce que je veux pour lui me renvoie à ce que je veux pour moi ou pas. Donc c'est très compliqué cette histoire d'enseignement, et là on parle de l'enseignement en général, mais tout accompagnement, si je suis un coach physique, un coach, un entraîneur physique, un entraîneur de tennis, un coach mental, quelle est la première matière dont je vais avoir besoin de mettre en conscience? C'est moi, mon propre matériau. Qui suis-je? Et quel est mon enjeu? Qu'est-ce que je veux? C'est quel est mon objectif finalement? Alors, je me souviens d'un éducateur dans ce qu'on appelait à l'époque les milieux difficiles d'adolescents placés en foyer. Je me souviens d'un éducateur qui hurlait sur les ados, donc des ados qui avaient entre 15 et 18 et 17 ans. Il hurlait sur eux tout le temps. Et à un moment donné, je lui dis, mais quel est ton objectif? Est-ce que tu t'es posé la question quand tu hurles sur l'adolescent du sens que ça a pour toi? Pourquoi fais-tu ça? Puisque à chaque fois tu t'aperçois que ça ne produit pas ses effets, c'est plutôt l'inverse, et que tu ouais, te retrouves toujours dans des situations de violence, parce que là, l'ado réplique avec le coup de oui, poing, hein, c'est pas oui, bon. Et donc, mais c'est pas pour rien qu'il réplique avec le coup de poing, hein. Il réplique avec le coup de poing parce qu'il met en jeu le corps qui est en danger pour lui, hein. oui, oui, C'est-à-dire le corps, c'est la psyché, c'est tout. Et d'ailleurs dans le sport, c'est la même chose. Puisqu'on parle du tennis, je vais faire cette digression-là. L'image inconsciente du corps, c'est-à-dire comment, depuis le début de la vie, c'est-à-dire dans la vie intra-utérine, je me suis représenté la relation avec l'autre que moi, que je n'identifie pas au début de la vie comme un autre, mais comme un tout, qui me mhm, constitue aussi, hein. Il faudra quelques années pour que l'enfant se distingue corporellement par exemple, de ses parents et de sa mère en l'occurrence, surtout si elle l'éduque régulièrement et qu'elle n'est pas longtemps absente. Mais bon, en tout cas, mhm, l'enfant, le moi maman, le moi papa, c'est un tout. Et donc, le moi enseignant, le moi nounou, c'est un tout. Et on met du temps pour sortir de ça. Et quelquefois, on ne sort jamais. C'est pour ça que dans la violence, par exemple, dans la maltraitance, quand un père ou une mère tape, elle pense taper elle-même, en fait, dans l'inconscient. C'est pas l'enfant. L'enfant n'existe pas. C'est pour ça qu'elle est capable de dire, je l'ai pas tapé. Parce mhm, qu'en fait, elle n'est pas sortie de la dissociation d'elle et du monde. C'est un tout. mhm, Et donc, en fait, l'image inconsciente du corps, c'est comment mon corps est autorisé d'être en action dans le regard de l'autre qui me valorise ou pas. Est-ce que finalement je suis aimable? ouais, mhm, Ça rappelle quelque chose, ça. Est-ce que je suis aimable et est-ce que je suis valable? mhm, Et si je suis aimable plus ou moins, valable plus ou moins, et c'est toute la question de notre vie, toute la vie, hein, mhm, finalement. Qu'est-ce que je veux? Et donc, la manière dont le corps va se mettre en action dans le sport, c'est aussi comment il aura été autorisé ou pas dans le valable et aimable à se mettre en scène, à exister. Parce que notre psyché est inscrite dans notre corps et nos cellules sont, tout ça forme un tout. mhm, Et donc, dans l'image inconsciente du corps, c'est la manière dont je me meus dans le, dans l'action et avec les autres, c'est quelle place j'ai le droit d'avoir, comment j'ai le droit d'interagir avec les autres,
Est-ce que j'ai le droit de déployer mon mouvement ou je n'ai pas le droit? Et quand je déploie mon mouvement et que je vais jusqu'au bout de mon mouvement, ben finalement, quelle est ma notion de l'espace? Qu'est-ce qui m'a été donné? En fait, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que là, je vais rentrer dans une formation, mais c'est cette image inconsciente du corps, c'est ce avec quoi on bouge.